Steffi Graf remporte le tournoi de Roland-Garros au terme d'un match marathon contre l'Espagnol Arantxa Sánchez. Ouverture officielle de l'Euro 96 de football. Pour le premier match, les Anglais ont fait match nul, un partout avec les Suisses. Polémique en France autour de la crise de la vache folle. Les socialistes reprochent au gouvernement de négliger les problèmes de santé publique. Enrico Macias, invité de notre journal, il participe ce soir au Zénith à Paris à un concert de musique rail. Avec lui, nous évoquerons la situation en Algérie. Madame, monsieur, bonsoir. Duel de dames cet après-midi à Roland-Garros pour la finale du tournoi. Un duel qui aura duré 3 heures 4 minutes du jamais vu dans le tennis féminin. L'Allemande Steffi Graf, elle a finalement emporté face à son adversaire espagnol, Arantxa Sánchez. François Brabant, Maryse Richard. Je voudrais remercier le public pour l'encouragement qu'il m'a donné pendant les 14 dernières années. Décidément, Arantxa Sánchez est battue sur toute la ligne. Non seulement Steffi Graf a gagné le match, mais en plus, elle a appris à parler le français. L'Allemande avait tout prévu, tout sauf de tomber sur une Sánchez aussi coriace. Dès le premier set, Graf, jupette noire, impose certes son jeu d'attaque. Mais que c'est dur de marquer un seul point. Et ça devient de plus en plus dur, car Sánchez au deuxième set ne se contente plus de simplement renvoyer. Deuxième manche à l'Espagnol, au tie-break. Commence alors un troisième set à suspense, Sánchez passe à l'attaque et prend 3 fois l'avantage. Mais à chaque fois qu'on croit que c'est perdu, Graf s'accroche et égalise. Et dans le troisième set, il n'y a pas de tie-break. Au 17e jeu, c'est Sánchez qui craque. Steffi Graf l'emporte 10 jeux à 8, c'est son 17e titre du Grand Chelem, un de mieux qu'Evert et que Navratilova, record battu. Aujourd'hui, elle est devenue officieusement la plus grande joueuse de tous les temps. Pour être complet dans la finale du double messieurs cet après-midi, le Russe Kafelnikov, finaliste de demain contre l'Allemand Stich, était associé donc cet après-midi au Tchèque Vacek. Il a remporté le double messieurs. Il a triomphé de la paire franco-suisse Forget-Lasek. L'Euro 96 de football s'est officiellement ouvert cet après-midi à Wembley. Pour ce premier match, les Anglais ont fait match nul avec les Suisses. Un partout. Nathalie Lorinxin. Les Anglais n'ont pas la folie des grandeurs. Simplement, ils veulent que leur championnat d'Europe soit à l'image de cette coupe et de ces 40 000 ballons qui s'envolent dans le ciel. Les Anglais ne sont pas des donneurs de leçons, mais cet après-midi, ils ont tenu à rappeler que ce sont bien eux, les inventeurs du football. C'était au 19e siècle. Les Anglais ont plutôt bon goût. La preuve pour cette cérémonie, ils ont invité et acclamé Pelé, le Brésilien. Pelé est toujours le roi du football, mais aujourd'hui, c'était le duc de Kent qui ouvrait l'Euro. Juste le temps pour les enfants des Danois, champions d'Europe en titre, de restituer le trophée. Le premier match peut commencer. Et comme les Anglais ont le don de l'organisation, pour que la fête soit complète, ils vont marquer les premiers. Dans cet Euro, le premier buteur se nomme Alan Shearer. C'est le bonheur. Pendant une mi-temps, les supporters vont chanter et s'émerveiller devant les coups de génie de Paul Gascoigne, le meneur de jeu. Mais la suite sera à l'image de cette tête. Ratée. Arthur Georges, l'entraîneur suisse, sent que les choses commencent à changer. Ses joueurs se rapprochent de plus en plus du but. Fatigués par leur stage de préparation en Asie, les Anglais craquent. À 5 minutes de la fin, Turkelmas égalise sur penalty. Ce soir, les Suisses continuent la fête. Les Anglais, eux, font la tête. Le stade de Wembley, vous venez de le voir, était archi-comble cet après-midi. Il n'y a pas eu d'incident. Il faut dire que la police anglaise a mis en œuvre des moyens considérables pour éviter les débordements de tous les pseudo-supporters venus pour toute autre chose que l'amour du football. Christophe Duchiron, Frédéric Bazille.
Les supporters sont comme les trains qui entrent en gare, ils arrivent toujours à l'heure. À Wembley aujourd'hui, avant l'heure du match d'ouverture, il y avait un autre match. Maillot jaune et chapeau noir. À pied, à cheval ou à chien, voici les policiers. Tenue multicolore, ce sont les supporters, et parmi eux sans doute quelques hooligans. Dès les premières minutes de ce jeu d'observation un peu spécial, les forces de l'ordre affichent leur confiance. Comment est l'ambiance avant le match? Très sympathique jusqu'à présent. Excellent. 1000 policiers pour 80 000 supporters, un face-à-face pas vraiment égal, et pourtant, le match se déroule dans une bonne ambiance. J'espère que la police anglaise a fait un très bon boulot pour infiltrer, stopper, empêcher et laisser les vrais fans qui sont, 99% de tout le monde qui est ici. Pas de bouteilles, pas de canettes à l'intérieur du stade. Par conséquent, certains ont consommé des litres d'alcool, mais à l'extérieur, excepté ce japonais qui n'a bu que de l'eau. Bref, entre policiers et supporters, ça s'est bien passé. Et entre supporters suisses et anglais, c'était même l'amour fou. Les Suisses sont des gens super, ils boivent de la bière. Est-ce que vous avez eu des craintes par rapport aux hooligans? Non, pas du tout. Bilan du jour, pas d'incident à déplorer. Pour l'instant, dans ce face-à-face que tout le monde attend, la police mène 1-0 devant les hooligans. L'équipe de France, quant à elle, se prépare pour son premier match lundi contre la Roumanie. Visiblement, l'ambiance est encore à la détente dans un cadre qu'il faut dire s'y prête particulièrement. Un très beau château-hôtel près de Newcastle. Yann Lavoie, André Germain. Avec le drapeau, c'est aussi la bonne humeur qui flotte sur le camp d'entraînement des Français. Jacquet a opté pour une balle aux prisonniers. Exercice de vivacité, mais surtout instant de convivialité. Et après 17 jours de stage, il est des rires qui ne trompent pas. Ce groupe dit bien, la lassitude ne s'est pas encore installée. On a tout pris à la rigolade, même les moments un peu difficiles, tous les voyages qu'on a fait. Mais c'est vrai que c'est un groupe jeune et surtout très déterminé qui n'a jamais connu de compétition internationale et qui a envie de faire quelque chose. Lundi, ce sera la Roumanie et là, il n'y aura plus de place pour la rigolade. Mais quoi qu'il advienne, la préparation ne pourra pas être remise en cause. L'équipe est prête. Il y a une grande sérénité, on sait où on va, tous les joueurs sont très bien préparés, mais le match, c'est le match. L'inquiétude, elle viendra pendant le match, parce que ça ne se passera pas comme on voudra, mais autrement, la préparation, elle s'est déroulée d'une manière vraiment magnifique. Déguisé en cantona, un Bobby s'est même permis de taquiner Aimé Jacquet, puisqu'on vous dit que la bonne humeur est de rigueur, pourvu que ça dure. L'actualité française, une polémique politique s'est engagée depuis hier en France autour de la crise de la vache folle. Au départ, un rapport du directeur de la santé publique qui conclut à une transmission possible de la maladie à l'homme. De l'autre côté, l'action diplomatique de la France qui encourage d'une certaine façon une levée partielle du boycott de certains produits dérivés du bœuf en provenance de Grande-Bretagne. Ce qui fait dire aux socialistes que le gouvernement préfère finalement la diplomatie à la santé publique. Le PS qui attaque également le gouvernement sur un autre dossier sensible, celui du fonctionnement de l'office HLM de Paris. Bref, une attaque en règle. Guylaine Chenu, Axel Charles Messange. Lionel Jospin l'avait annoncé, après un an d'observation viendrait le temps de la critique. C'est chose faite. Au détour d'un débat sur la démocratie, les socialistes en ont profité pour hausser le ton. Et c'est d'abord l'attitude du gouvernement face à la crise de la vache folle qui est visée. Lorsque on sait qu'il y a des risques pour la santé publique, même si on ne les connaît pas précisément, il y a, je pense, beaucoup d'irresponsabilité à avoir levé partiellement l'embargo sur les produits dérivés des bovins. Dénoncer aussi les incohérences du gouvernement sur la Corse, la fiscalité et le service national. La critique se fait plus virulente encore lorsqu'il s'agit de l'affaire des HLM de Paris. Lionel Jospin dénonçait il y a 2 jours à Nantes un système de corruption généralisée et tous les socialistes de reprendre en cœur. Ce qu'il faut, c'est que contrairement à ce qui s'est passé ces derniers mois, le garde des Sceaux n'entrave pas le cours de la justice. Les élus doivent être clairs, doivent être engagés à servir et non pas se servir. Visé, Jacques Toubon qui a régulièrement attaqué les socialistes, Alain Juppé et Jacques Chirac. Un président de la République jusque-là plutôt épargné par les critiques. Un coup de barre à gauche pour ce qui est du programme, un ton plus virulent pour ce qui est de la critique. Voilà résumé la nouvelle ligne du Parti socialiste. Un parti qui voudrait ne laisser aucun répit au gouvernement qui a lancé depuis déjà 1 mois la campagne législative de 98.
Il est vrai qu'en ce moment, certains évoquent même la possibilité d'élections législatives anticipées. Du côté du gouvernement, on ne reste pas sans réponse aux critiques du Parti socialiste sur le dossier de la vache folle. Le ministre de l'Agriculture, Philippe Vasseur, répond sur le plan technique et politique. Écoutons-le. Je pense que les irresponsables sont au Parti socialiste aujourd'hui, qui ont oublié un peu le passé. Il ferait bien de s'en souvenir, parce que l'expérience peut être quand même une excellente leçon, et qui cherchent à faire de la polémique sur n'importe quoi. Évidemment, faire de la polémique, ça dispense d'avoir des idées. J'aimerais beaucoup mieux que le Parti socialiste ait des idées. Je rappelle une chose quand même, pour simplement les amener au calme. C'est que moi, depuis que je suis ministre, dès que nous avons un cas de vache folle en France, on fait abattre tout le troupeau. Et le troupeau, on le fait incinérer. Ça n'a pas toujours été le cas. Il n'est pas question d'une levée brutale de l'embargo. Ce n'est pas encore demain la veille qu'on pourra lever les barrières parce que les problèmes sanitaires existent. Il n'est question que sur une gamme de produits, de pouvoir envisager de lever cet embargo lorsque les scientifiques nous en donneront le feu vert. La politique encore, le Premier ministre, M. Juppé, était aujourd'hui à Marseille pour participer aux Journées nationales du Parti républicain, une des composantes de la majorité UDF. Il y a eu des tiraillements ces derniers jours au sein de la majorité à propos notamment du vote du plan de réforme de la défense nationale, notamment d'ailleurs du côté de M. Léotard précisément. Pour autant, cet après-midi, tous les intervenants ont joué l'apaisement et le rassemblement en vue des législatives de 1998. Jean-Baptiste Prédali, Bernard Appey. Il y a des signes comme ça qui ne trompent pas. Lorsqu'Alain Juppé rend visite au Parti républicain réuni à Marseille, il enlève sa cravate. Bien sûr, c'est la chaleur. C'est aussi la marque affectée de la décontraction entre le RPR et le PR, entre le chef de la majorité et celui de l'UDF, François Léotard. Pourtant, avant de recevoir Alain Juppé, François Léotard avait mis les choses au point. Le PR veut affirmer son identité et ses positions, y compris face au gouvernement. Et François Léotard en appelle directement au président de la République. Il doit nous aider à faire respecter dans la majorité la pluralité des initiatives et des propositions. Il doit nous aider à faire de la majorité un organisme vivant et non pas un arbre mort. Alain Juppé, lui, avait choisi aujourd'hui un autre registre, celui de l'union de l'opposition. Je voudrais vous dire qu'en tant que chef du gouvernement, et donc, on ne peut pas utiliser deux fois ce mot de chef, il peut paraître prétentieux, enfin j'en ai pas trouvé d'autre. En tant que chef de la majorité, je me sens le garant de l'union. Le temps d'un aïoli, on s'est donc efforcé d'estomper la grogne et les réserves d'une partie de l'UDF. Comme une parenthèse avant la préparation des législatives de 98, là, il y aura peut-être moins de place pour les flonflons. Face à la dégradation régulière de la situation en Corse, 3000 femmes ont manifesté aujourd'hui pour protester contre la violence, pour demander également une justice égale pour tous, refusant, disent-elles, d'être pris en otage entre d'un côté la terreur armée et de l'autre la raison d'État. Valérie Hermite, Frédéric Pasquette. Madame, est-ce que vous accepteriez de manifester dans la rue avec nous? Vous avez déjà reçu. Vous êtes d'accord? Jusqu'au dernier moment, elles ont essayé de convaincre et de mobiliser. Oh, écoute, c'était horrible. Vous allez nous soutenir? Merci. Beaucoup de réponses positives, beaucoup de sympathie aussi envers ces femmes qui ont décidé de passer à l'action. État de droit pour la vie. De la sympathie, mais pas une immense mobilisation. Environ 2000 personnes derrière deux banderoles sobres, mais remplies de désirs, à défaut d'exigence. On peut défendre ses idées sans avoir à porter un flingue, on peut les défendre tout à fait autrement et c'est comme ça qu'on vit et qu'on peut vivre dans un pays démocratique. Nous en avons assez de cette Corse qui est à la dérive et nous voulons le dire haut et fort, tous en famille. On n'a pas le choix. Il faut vraiment que ça s'arrête maintenant. Mais 2000 personnes, c'est déjà le double de leur dernière manifestation à Bastia. Et c'est à chaque fois, en Corse, une vraie victoire. On pourrait dire que c'est la parole qui est en marche. On est très très fiers. Qui dit ça? Très fiers. Fiers d'avoir réuni 5000 signatures de leur manifeste, pour demander aussi au gouvernement de remplir ses devoirs, une justice sereine et l'état de droit. 5000 signatures d'un texte qu'elles ont remis au préfet de Corse. Incident sérieux cet après-midi à Bayonne entre quelques centaines de manifestants et la police à la suite de l'évacuation de militants présumés de l'ETA espagnol de la cathédrale où ils étaient réfugiés jusqu'à hier matin. Le ministère de l'Intérieur a par ailleurs confirmé la reconduite à la frontière de 6 d'entre eux qui faisaient déjà l'objet d'un arrêté d'expulsion depuis plusieurs années maintenant.
Demain, les opposants au creusement d'un canal reliant le Rhin au Rhône s'apprêtent à manifester. Il y a plus de 20 ans que le projet a été déclaré d'utilité publique, 20 ans que partisans et opposants s'affrontent sur l'intérêt économique d'un tel projet. Reportage Ludovic Fossard, Sylvain Gauthier. À première vue, l'endroit est plutôt tranquille, un joli coin de campagne dans la vallée du Doubs. À première vue seulement, car la colère gronde. Des banderoles sont accrochées jusque sur les berges de la rivière, en prévision de la manifestation de demain contre un grand canal qui va tout détruire. Le projet du grand canal, donc c'est ici construire une grande digue, 12 mètres de haut, à peu près un peu plus haut que le chéneau de la maison, là, de ma maison en fait. Ça vous semble incroyable comme projet? Ah oui, incroyable, fou. Ça fait 30 ans qu'on nous dit que le canal va se faire, ça fait 30 ans que les terrains sont gelés, les gens hésitent à faire des travaux pour agrandir leur maison, la commune ne peut pas bouger, on est coincé quoi. Et bon, il faut dire stop, il y en a marre quoi. Mais pourtant, malgré les apparences, le projet est déjà bien avancé. Début des travaux prévus en 98 afin de relier Marseille à Rotterdam. Un chantier gigantesque, cher, presque 28 milliards de francs, mais indispensable selon ses supporters. Tous les experts sont d'accord pour dire que dans les 10 à 12 ans, les transports de marchandises auront doublé. Qu'est-ce qu'on fera? Est-ce qu'on peut doubler la capacité des autoroutes, doubler celle du chemin de fer et ne rien faire sur l'eau? Quand on sait qu'en Allemagne, 20% des marchandises s'effectuent sur l'eau, nous, au jour d'aujourd'hui, on en fait à peine 4%. La solution, c'est la voie de chemin de fer. Là, vous êtes en face d'une voie de chemin de fer qui est actuellement utilisée à 25% de sa capacité. Donc, il vous reste encore 75% de capacité à avoir. Alors, faut-il choisir le canal plutôt que le train? La question ne se pose pas dans le village, car ici, on se demande surtout s'il faut vraiment sacrifier tout cela à un canal qui ne sera pas forcément utilisé. Opération Ville Morte à Apt dans le Vaucluse aujourd'hui pour protester contre la fermeture prochaine du site du plateau d'Albion qui renfermait jusqu'alors les fusées à tête nucléaire françaises. Une manifestation a même eu lieu cet après-midi réunissant quelques centaines de personnes. Dans la région, on craint que le départ des militaires entraîne une crise économique grave. Actualité internationale, Turquie, le président de la République, après la crise gouvernementale de ces derniers jours, a décidé de confier au chef de file des islamistes la formation d'un gouvernement qui sera forcément de coalition, car les islamistes, qui sont les plus nombreux à l'Assemblée, ne sont pas pour autant majoritaires. Un gouvernement très difficile à former, donc, dans la mesure où tous les autres partis politiques turcs sont partisans d'un rapprochement de la Turquie avec l'Europe, en opposition fondamentale avec les islamistes. Pascal Doucet-Bon, Christian Leroux, reportage. Voici celui qui pourrait bien mettre fin à 73 ans de république laïque en Turquie. Necmettin Erbakan, leader incontesté du Refah, le parti islamiste, est chargé depuis hier de former un gouvernement de coalition. Mais aujourd'hui, Istanbul ne parle pas d'islamisme. Elle résonne plutôt au bruit des manifestations pour les droits de l'homme en pleine conférence des Nations Unies sur l'habitat. 60 personnes arrêtées hier et 1500 aujourd'hui. La plus grande ville du pays est tenue depuis 2 ans par les islamistes, mais garde, malgré l'apparition du voile chez les jeunes filles, un visage résolument européen. Il en va tout autrement en banlieue, d'où le Refah tire le plus gros de son électorat. Là, les islamistes concilient clientélisme social, gestion serrée des finances et attaque systématique de la République, quel que soit le sujet de conversation. La surpopulation et la pauvreté, par exemple, sont tout simplement le fruit de la mauvaise politique du gouvernement depuis 70 ans. Le Refah n'est pas un parti violemment islamiste. Ce n'est pas le Hamas. Et la Turquie n'est pas l'Arabie Saoudite. Mais peut-être que si les islamistes appliquent toutes leurs idées à la vie politique, alors la Turquie se tournera beaucoup plus vers le Moyen-Orient qu'elle le faisait aujourd'hui. Les successeurs d'Atatürk montraient jusqu'à présent le chemin de l'Europe. Avec le Refah au pouvoir, il en serait tout autrement. Si le leader islamiste ne parvient pas à former une coalition avec d'autres partis, l'Assemblée sera dissoute pour de nouvelles élections. Là, le Refah pourrait bien l'emporter et gouverner seul, à condition que l'armée, qui n'a pas encore pris position, lui en laisse la possibilité. Les dirigeants égyptiens, syriens, saoudiens réunis à Damas en Syrie aujourd'hui avec le président Assad ont convenu de la tenue d'un prochain sommet du monde arabe pour convenir d'une attitude commune
face au nouveau Premier ministre israélien, M. Benjamin Netanyahou. Le dernier sommet de cette ampleur s'était tenu en 1990. Suite de notre série sur la Russie à 8 jours des élections présidentielles. Les Russes aujourd'hui, on le sait, vivent dans des conditions matérielles extrêmement difficiles pour la plupart, sauf pour ceux qui ont la chance de s'enrichir rapidement dans une société bouleversée par la fin du communisme. Tout est problème aujourd'hui en Russie. Exemple, cette femme médecin installée à quelques 700 km de Moscou et qui continue malgré tout à soigner dans des conditions plus que précaires. Dominique Derda, Éric Mézy. Longtemps, c'est à bicyclette que Nadiejda a fait ses visites, été comme hiver, sur les chemins détrempés ou gelés de Rochino. La mairie finalement lui a offert une voiture et 50 litres d'essence par mois. S'il lui en faut plus, elle la paye de sa poche, tout comme les réparations et les pièces détachées. Nadiejda est médecin de campagne dans ce petit village à 700 km au sud de Moscou. Ces visites sont gratuites, un héritage du communisme. Nadiejda ne compte ni les heures, ni les jours, ni les nuits passées au chevet de ses malades. À 51 ans, elle gagne un peu moins de 800 francs par mois et vient juste de toucher son salaire de janvier. Son mari est au chômage, ils ont 2 enfants, 2 filles qui à leur tour font des études de médecine. Quand elle est arrivée à Rochino il y a 3 ans, le maire lui a promis un appartement de fonction. Elle l'attend toujours. Mais Nadiejda ne se plaint jamais, sa vie, elle l'a mise au service des autres. Ce malade-là à côté, il était dans un état très grave. Je l'ai pratiquement remis sur pied. Je m'inquiète beaucoup pour mes malades, alors je viens le samedi, le dimanche. Personne ne me paye pour ça et d'ailleurs je ne demande pas. On a l'habitude de vivre comme ça, on marche à l'enthousiasme. Peu à peu, grâce à cet enthousiasme qui a tout d'un sacerdoce, le petit dispensaire se modernise. Nadiejda aimerait y adjoindre 2 ou 3 chambres, mais l'argent manque. En attendant, il faudra se contenter de quelques travaux de bricolage. Ceux qui vivent à Rochino sont pour la plupart employés ou retraités du kolkhoz bolchevique. Dans la région, les fermes collectives ont toutes conservé leurs anciens noms, ceux d'avant. Avant Yeltsin, avant les réformes. Nous sommes en terre communiste, 60% des voix aux élections législatives de décembre dernier. Ce qu'on ressent dans notre village, comme dans tout le pays d'ailleurs, c'est une certaine nervosité. L'instabilité qui règne en Russie entraîne une instabilité du système nerveux de toute la population. Les gens sont stressés. De la perestroïka et de ce qui a suivi, ici, on n'a rien vu de bon. Et je ne vois toujours rien venir, je ne vois aucune éclaircie à l'horizon. Le temps s'écoule lentement à Rochino et l'été s'annonce pluvieux. Nadiejda, elle, ne sait toujours pas pour qui elle va voter le 16 juin prochain. Mais elle ne votera pas communiste, ça c'est sûr. Elle attend trop de l'avenir pour vouloir retourner au passé. Nadiejda en russe, cela signifie espoir. Concert de musique raï ce soir au Zénith à Paris. La musique raï est une musique née en Algérie, dans la région d'Oran précisément, mélange de musique traditionnelle arabe, puis ensuite de rock, venu du monde entier. À ce concert participera également un invité de marque, Enrico Macias. Enrico Macias, bonsoir. Bonsoir. Bien, alors Enrico Macias, on vient de vous voir chanter en arabe. Quelle est la signification de votre présence ce soir au beau milieu de ce concert raï? Bien, la signification, c'est que d'abord j'étais très honoré d'avoir été invité par la communauté maghrébine et dans un concert de raï pour me prouver que je faisais complètement partie de cette communauté, de cette famille, et qu'en plus de ça, le respect peut-être du père, du précurseur du raï. Alors j'aimerais bien savoir, Enrico, ce que vous pensez de l'évolution de la situation assez tragique en Algérie, notamment dernièrement avec le meurtre de ces 7 moines français. Est-ce que vous avez l'intention de tenter quelque chose comme vous l'avez fait dans le conflit du Proche-Orient lorsque vous êtes allé chanter là-bas? Je voudrais dire que je serai toujours à la disposition des responsables. Si je pouvais faire quelque chose pour améliorer la situation, je le ferais volontiers. Je ne me défilerai pas devant mes nouvelles responsabilités. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que comme la plupart des gens
qu'ils soient maghrébins, algériens, marocains, tunisiens, français, américains, israéliens ou palestiniens, nous dénonçons tous l'horreur que nous avons vécue ces derniers temps par l'assassinat de ces moines, parce que ce n'est pas au nom de Dieu qu'on doit assassiner des hommes de Dieu. Est-ce que vous pensez, Enrico, que vous pourriez aujourd'hui aller chanter en Algérie? Bien écoutez, moi je suis tout à fait disposé à le faire. J'attends qu'on m'invite officiellement et je prendrai mon bâton de pèlerin et je viendrai chanter sans aucune peine, sans aucune peur, sans aucune idée de revanche ou quoi que ce soit, au contraire avec amour. Je vous remercie, Enrico. Merci pour votre témoignage. Économie maintenant. Personne ne sait combien de médailles les athlètes français rapporteront des Jeux Olympiques d'Atlanta. Si, pourtant, il y en aura au moins une décernée à une entreprise de Lille qui a remporté le marché de la confection des drapeaux des 197 délégations qui seront représentées là-bas. Marianne Mas, Dominique Mas. Il est encore tout chaud. Naissance d'un drapeau, celui-ci représentera Sainte-Lucie aux Jeux Olympiques. Au total, 4000 drapeaux seront sortis de l'entreprise nordiste, direction Atlanta, pour représenter les 197 délégations. Il y a des drapeaux horizontaux, des verticaux, les montages sont différents. Et suivant que vous les mettiez horizontales ou verticales, et bien quelquefois, le sigle change à l'intérieur parce que la représentation peut être différente. Et donc on a une chaîne complète d'informations qui nous permet de savoir que ce drapeau est le bon drapeau de la bonne couleur. Voilà. Si Doublet a remporté le marché devant 50 concurrents, c'est par l'originalité de sa prestation. Il s'occupera de A à Z de ces drapeaux, de la fabrication au démontage après les Jeux. Le marché du drapeau est un marché très sensible où derrière l'étoffe bariolée on touche à l'essence même d'une nation. On imagine alors les problèmes diplomatiques que poserait un drapeau mis à l'envers, sans compter que quand le monde change, les drapeaux suivent. Alors ça c'est le drapeau, je dirais, de Chinese Taipei, parce que c'est la définition précise, la République de Taipei, dans lequel vous voyez qu'il y a le sigle olympique. Et il y a le sigle olympique parce que naturellement il ne peut y avoir qu'une seule Chine aux Jeux Olympiques, et naturellement c'est la Chine, la grande Chine officielle. Et la voilà, la grande Chine en rouge et jaune, 100% polyester. Ici, depuis plusieurs mois, les drapeaux se suivent et ne se ressemblent pas, des plus simples aux plus compliqués à réaliser. 197 pays, ça en fait un sacré tour du monde. Ça nous fait traverser le temps, ça nous permet de visiter, surtout qu'on fait tous les pays, là, même des petits pays tout petits, parfois on a l'impression de rêver. Bon ben je vous laisse. Travailler maintenant, les JO, c'est quand même dans 40 jours. Cyclisme, le drapeau espagnol flotte sur la 6e étape du Dauphiné libéré. En effet, c'est Miguel Indurain qui a montré qu'il était encore le maître aujourd'hui. Il a pris la tête de l'épreuve au terme d'une étape très dure, étape de montagne, au cours de laquelle Laurent Jalabert a craqué, on peut bien le dire. Jean-René Godard, Pierre Le Petit. Miguel Indurain est un champion de légende. Le col d'Izoard, une légende du cyclisme. Cela a donné cet après-midi un spectacle grandiose, entraînant la chute de Laurent Jalabert, décramponné à 8 km du sommet, alors qu'il n'avait ce matin que 3 secondes d'avance au classement général. Impitoyable, Miguel Indurain a imposé son rythme, imposé sa force. Laurent Jalabert a cédé. Au sommet du col d'Izoard, Miguel Indurain est passé seul en tête. Mais attention, il y avait la descente dangereuse. L'orage avait transformé la route en une véritable patinoire. Cela n'a pas dérangé Laurent Madouas et Richard Virenque. Indurain, lui, a été prudent. À l'entrée de Briançon, c'est une véritable fusée qui est revenue sur Virenque et Madouas. Miguel Indurain avait décramponné définitivement Jalabert, il voulait aussi gagner l'étape. Alors, dans la dernière ascension, celle de la Gargouille, au cœur des fortifications Vauban, à Briançon, Miguel Indurain a produit un ultime effort et s'est imposé, battant Madouas, Virenque et 3e. Laurent Jalabert, irrémédiablement décramponné, a cédé 1 minute 48 secondes. Un peu de repos et de tranquillité maintenant. La France compte 4 millions environ de pêcheurs à la ligne. C'était aujourd'hui leur fête. Tout le monde en effet pouvait, avec ou sans permis aujourd'hui, lancer le bouchon. Reportage dans le département du Rhône, Didier Guyot, Olivier Jacquelin. C'est vraiment une détente. Mon mari d'ailleurs est pêcheur, il est là-bas. Et moi-même, mon fils m'a payé mon permis pour la fête des mères. Et puis il m'a acheté ce canne hier, vous voyez. Ce matin, j'ai fait 3 petites perches.
Et puis c'est tout. Ça ment pas, mais ça fait rien. C'est mon plaisir, vous voyez, tenir une canne et puis voilà. À l'image d'Anne-Marie, ils étaient des milliers aujourd'hui à taquiner le poisson. Ruisseaux et plans d'eau étaient pris d'assaut. Que l'on soit professionnel ou amateur, leur était tout plaisir, tout simplement. Ça détend la pêche, il n'y a rien à faire. Hein. Que vous preniez du poisson ou que vous n'en preniez pas, il n'y a aucune importance. C'est le fait de croire que vous allez prendre quelque chose, quoi. Puis si vous le prenez, tant mieux. Si vous ne le prenez pas, tant pis. Objectif des organisateurs, séduire les enfants et tous ceux qui n'ont jamais tenu de canne à pêche entre leurs mains. Objectif a priori réussi. Je viens pour m'amuser, pour prendre du poisson. Ce qui est intéressant dans la pêche, c'est prendre du poisson, quoi. Attraper le plus. Puis aujourd'hui, il y a un petit challenge. Au plus, celui qui prend le plus de poissons, il gagne. Il a des cadeaux. Une fois, j'en ai pêché 6 truites. Et t'as un secret pour attraper les poissons? Non, pas vraiment. C'est mon papa qui m'y apprend. Hein. Oui, et voilà, là, et voilà. Là, beau petit poisson. Alors si vous aussi vous voulez affronter truites, carpes ou brochets, laissez-vous aller, vous avez jusqu'à demain soir pour le faire en toute liberté. Un peu plus bruyant maintenant, le circuit de Montlhéry accueillait aujourd'hui le festival du camion. Les spectateurs ont pu constater que l'on pouvait faire beaucoup de choses avec un poids lourd, à condition bien sûr de savoir s'en servir. Gilles Marinet, Laurent Amida. Grande révélation du festival de Montlhéry, le camion trail, discipline hautement confidentielle mais dotée d'un championnat européen. Les équipages français se comptent sur les doigts de la main, la discipline, il est vrai, est un peu rude. On se fait plus que des chaleurs, on arrive même à se faire très peur par moment, surtout en compétition. Jamais d'accident? Quelques accidents, l'année dernière en Autriche en finale on a fait 2 tonneaux quand même. Beau comme un camion, au concours d'élégance, les Mack, modèle américain mythique, l'emportent à tous les coups. Mais la production tricolore, version salaire de la peur, se défend bien. En témoigne ce bijou de marque unique, datant de 1945, entièrement restauré. J'ai appris à travailler dessus, puisque je suis rentré en apprentissage en 57 et j'ai démarré l'apprentissage sur ce camion-là précisément. Après la nostalgie, le cinémascope. Séquence James Bond, issue de la rencontre entre un pilier du Paris-Dakar et un pilote d'hélico virtuose. L'un vole, l'autre roule, le jeu consiste bien sûr à se réunir. Et pour régler définitivement un vieux compte avec les automobilistes, l'épreuve reine, la vitesse. Aux 400 mètres départ arrêté, les monstres de 1100 chevaux sont imbattables. On a une accélération équivalente à une Testarossa puisqu'on fait aux alentours de 5 secondes de 0 à 100 km/h. Vous pensez couvrir les 400 mètres en combien de temps? Les 400 mètres peuvent se faire en 11 secondes 5 maximum. Poussée monstrueuse, sensation garantie, le camion s'adécoiffe à condition bien sûr de ne pas confondre circuit protégé et route nationale. Dans un instant, la météo. Nathalie Riouet, 20h50, n'oubliez pas votre brosse à dents avec Nagui, dernier journal vers 0h30, présenté par Agnès Molinier. Demain, 7h, thé au café, Catherine Srelac reçoit Jacques Séguéla, le publicitaire. 12h, polémique de Michel Cotta sur le thème notamment de la parité homme-femme en politique, avec la participation de plusieurs anciens ministres, de droite comme de gauche, des femmes bien entendu. Bonne soirée sur notre chaîne, bonsoir, à demain 13h.